Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième cours de philosophie générale consacré à la notion de vérité, dans lequel nous allons de nouveau nous plonger dans la réflexion platonicienne concernant cette notion. Il s'agira toutefois de la dernière vidéo consacrée à Platon sur ce sujet-là, car je pense avoir à peu près fait le tour de sa réflexion, à un niveau accessible au plus grand nombre en tout cas, concernant la conception platonicienne de la vérité. La fois précédente, vous vous en souvenez, si vous avez suivi mon travail récent, j'ai effectué un gros développement sur la théorie de la réminiscence platonicienne, et l'on a vu que pour Platon, c'était notre raison qui nous donnait un accès plus direct et fondamental au vrai, dans la mesure où la vérité est intelligible, c'est-à-dire qu'elle échappe à nos sens et demeure accessible par l'intellect seul. On a vu que pour Platon, les phénomènes perçus et leurs imitations naturelles ou artificielles nous éloignaient de la réalité à son plus haut degré, qui est l'être intelligible même, et l'idée du bien qui confère son unité et sa perfection apparente au monde sensible. J'ai également proposé une analyse de la célèbre allégorie de la caverne, si ça vous intéresse, où j'ai montré toutes les dimensions de celle-ci, métaphysique et épistémologique, politique mais aussi éthique. On a vu que l'allégorie de la caverne représentait le parcours initiatique du philosophe et qu'elle montrait à quel point chercher la vérité pouvait s'opposer à la recherche du bonheur et s'avérer pour le moins ingrat en définitive. La question que l'on en était venu à se poser étant en quoi la raison, comme le prétend Platon, est-elle l'outil d'accès le plus sûr au vrai, et quelle preuve tout simplement tendrait à légitimer le fait que nous accédions au vrai par l'intellect plutôt que par la sensation? En effet, l'opinion droite, nous l'avons vu, n'a de valeur de vérité qu'une fois que l'on a rendu compte de sa véracité sur un plan logique, qu'une fois qu'elle a été reconduite par un raisonnement ou dans le dialogue justement. N'est-ce pas la preuve précisément que la raison et les intuitions qu'elle nous permet ne se suffit pas à elles-mêmes dès qu'il s'agit de constituer nos connaissances? Pour répondre à cette tension interne à la théorie platonicienne de la connaissance, je vais continuer à développer l'argumentation de Platon au livre 7 de la République, et je vais m'appuyer sur un extrait de celui-ci qui sera assez court cette fois-ci, et qui se situe un peu après le passage de l'allégorie de la caverne justement. Pour vous résumer très rapidement à quoi succède l'extrait que je vais citer présentement, il succède au rôle que devraient avoir les mathématiques dans l'éducation et sur la manière dont une connaissance mathématique à un niveau même élémentaire et basique se développe. En fait, l'importance fondamentale que Platon accorde aux mathématiques peut s'expliquer de différentes façons. Tout d'abord, je rappelle, on sait jamais parfois, un petit rappel culturel ça fait pas de mal, que sur le fronton de l'Académie de Platon était écrit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Pourquoi? Parce que Platon concevait les mathématiques et la recherche de la vérité, passant par le dialogue, comme relatif à une certaine dialectique. Cette dialectique permettant l'accès au vrai. On a vu que dans le dialogue, il s'agissait d'une dialectique ascendante, puisque l'on raisonne en confrontant des opinions pour s'élever vers une idée qui sera davantage nuancée. En mathématiques, il y a un même effort dialectique dans la mesure où il y a un raisonnement qui recourt à des formules amenant les calculs à progresser vers un certain résultat. Il y a différences majeures toutefois qui font que la dialectique des mathématiques serait davantage descendante qu'ascendante, et ça c'est une thèse majeure qui va jouer un rôle clé jusqu'à l'époque rationaliste de Descartes et même après, c'est que dans les mathématiques, dans la démonstration ayant recours aux mathématiques et à la géométrie, on part d'une vérité première, on descend donc d'un principe intelligible vers une série de raisonnements qui vont mener à une vérité secondaire par rapport à cette vérité première qui va n'en être qu'une vérité dérivée. Il y a une vérité secondaire par rapport à une vérité première, puisque au principe de toute démonstration, il y a quelque chose que l'on ne peut pas démontrer.
Pour l'instant, ce que je dis, ça ressemble plus à du chinois qu'autre chose, mais vous allez voir que c'est simple comme bonjour. En fait, ça revient à dire qu'en mathématiques ou en géométrie, il y a des définitions. Le triangle équilatéral est une figure qui possède trois côtés égaux entre eux, par exemple, si on part de quelque chose de premier, de fondamental dans la géométrie, ou des axiomes, je vais revenir là-dessus ensuite, qui ne peuvent pas être démontrés, et qui, eux, en revanche, servent à démontrer toute chose par la suite. L'extrait sur lequel je vais m'appuyer est le suivant. C'est toujours Socrate et Glaucon qui sont en train de dialoguer. Donc je cite: Tu sais en effet ce que font les gens habiles en cette science. Si l'on essaie au cours d'une discussion de diviser l'unité proprement dite, ils se moquent et n'écoutent pas. Si tu la divises, ils la multiplient autant, dans la crainte qu'elle n'apparaisse plus comme une, mais comme un assemblage de parties. C'est très vrai, dit-il. Que crois-tu donc, Glaucon, si quelqu'un leur demandait: Homme merveilleux, de quel nombre parlez-vous? Où sont ces unités telles que vous les supposez, toutes égales entre elles, sans la moindre différence, et qui ne sont pas formées de parties? Que crois-tu qu'ils répondraient? Il répondrait: Je crois qu'il parle de ces nombres qu'on ne peut saisir que par la pensée et qu'on ne peut manier d'aucune autre façon. Tu vois ainsi, mon ami, que cette science a l'air de nous être vraiment indispensable, il est évident qu'elle oblige l'âme à se servir de la pure intelligence pour atteindre la vérité en soi. Oui, elle est remarquablement propre à produire cet effet. Mais n'as-tu pas observé que les calculateurs nés sont naturellement prompts à comprendre toutes les sciences, pour ainsi dire, et que les esprits lourds, lorsqu'ils ont été exercés et rompus au calcul, même s'ils n'en retirent aucun autre avantage, y gagnent au moins celui d'acquérir plus de pénétration. C'est incontestable, dit-il. Fin de citation. Bon, ici, Platon examine le talent de réflexion propre aux mathématiciens, ou en tout cas à ceux qui possèdent une certaine compétence dans ce domaine. Pour eux, ça n'aurait aucun sens de diviser une unité, c'est-à-dire le chiffre 1 qui précisément ne correspond pas à un ensemble composé. Il serait toujours possible de dire que 1 équivaut à 0,5 multiplié par 2, mais cela entraînerait une régression à l'infini, puisque bon, on pourrait dire que 0,5 c'est 0,25 fois 2, etc. Et de toute façon, 1 est une unité de base qui sert à faire tout calcul. C'est pour cela que Platon nous dit ici que parmi les nombres qui sont utilisés en mathématiques pour faire des démonstrations, il y a ceux qui sont composés de parties, par exemple 2 qui est composé de 2 fois 1, ou 4 qui est composé de 2 fois 2. Or, quelles sont les unités qui sont toutes égales entre elles et ne sont pas formées de parties? Il s'agit précisément des unités pures qui sont des vérités premières servant de base à tout raisonnement, raison pour laquelle, selon Platon, elles appartiennent à la dimension intelligible qui ne peut être saisie que par la pensée. Un axiome, donc, c'est une vérité première et indémontrable qui va servir de base à toute démonstration pour parvenir à un résultat. En mathématiques, l'axiome le plus premier et le plus fondamental, c'est 1 plus 1 égale 2. Pourquoi? Parce qu'il est toujours possible de démontrer que 4 équivaut à 2 plus 2, parce que 4 est un nombre composé de 4 unités qui équivalent donc, on pourrait le dire, à 2 fois 2 unités elles-mêmes, composées de 2 unités. 4, c'est aussi 2 fois 2, mais 2, ça équivaut à 1 plus 1, d'où le fait que 4 équivale à 2 fois 2 unités, c'est-à-dire à 1 plus 1 plus 1 plus 1. Voilà. De même, il est toujours possible de démontrer que 2 équivaut à 2 unités additionnées, mais le chiffre 1, lui, est indécomposable. Et il est donc impossible de démontrer pourquoi 1 plus 1, une unité plus une unité fait 2. Car c'est en vertu du fait que 1 plus 1 fasse 2 que l'on peut démontrer la véracité de tous les autres calculs les plus complexes. Or,
Il y a bien des vérités premières et indémontrables que l'on est obligé de supposer pour pouvoir faire la moindre démonstration, et puisque ces vérités sont premières et indémontrables, elles ne peuvent être pour Platon que le résultat d'une intuition qui nous permet d'accéder directement de façon immédiate à ce qu'il y a de vrai. Les raisonnements logiques et cohérents que l'on obtient par la suite ne sont que la confirmation de la véracité première et originelle de l'axiome. Pourquoi les mathématiques sont si importantes pour Platon et pourquoi, en théorie, un mathématicien est naturellement apte à la réflexion, quelle que soit la science? Parce que la mathématique fonctionne sur des intuitions originelles, des axiomes, qui vont servir de base à tout raisonnement par la suite et établit des raisonnements à partir de ces premiers principes indémontrables qui servent à démontrer. Les mathématiques permettent donc l'usage intuitif et discursif de la raison, et donc sont parfaits en tant que science, car ils exploitent les deux aspects fondamentaux de la connaissance selon Platon. D'une part, les mathématiques reposent sur des intuitions donnant accès à une vérité absolue et intelligible, qui vaut en elle-même. D'autre part, les mathématiques reposent sur des séries de raisonnements et de déductions qui partent de ces axiomes pour atteindre d'autres vérités qui dérivent des vérités premières et originelles saisies par la raison de façon intuitive. On comprend donc mieux pourquoi Platon accordait autant d'importance à la mathématique dans sa théorie de la connaissance, car elle est semblable dans sa démarche intuitive et démonstrative à la philosophie qui s'efforce de chercher le vrai, même si dans le cas des mathématiques, comme je l'ai expliqué, la vérité est donnée d'emblée avec certitude, les axiomes ayant un caractère universel sur lequel il n'est pas réellement nécessaire de dialoguer. On peut donc en déduire que la démonstration, exclue arbitrairement du programme de terminale récemment et qui pourtant permet d'approfondir la notion de vérité, est une démarche rationnelle qui consiste à élucider un problème ou à rendre compte d'une certaine vérité. Toutefois, la démonstration repose nécessairement sur des vérités premières et préétablies, des axiomes que l'on ne peut remettre en question car ils se situent à la base même de tout raisonnement à un niveau élémentaire et premier. Tout ce que l'on peut démontrer en termes de vérité, on le démontre en mettant en lien des idées s'enchaînant de manière logique et rigoureuse entre elles, mais ces idées, dans leur développement originel, reposent sur des bases qu'il est impossible de contredire sous peine de rendre toute démonstration et accessoirement toute recherche du vrai impossible. Autre exemple qui sera pris par Aristote dans le livre Gamma de la métaphysique, le principe de non-contradiction. Je ne peux pas affirmer dans une même proposition qu'une chose est ce qu'elle est et qu'elle n'est pas cette chose-là en même temps. Je ne peux pas dire une chose et son contraire. Or, il est impossible de remettre en question un tel principe premier sous peine de rendre tout discours potentiellement incohérent et toute démonstration logique impossible. Toutefois, est-ce par la seule raison, encore une fois, que nous accédons à ces vérités premières, et ce qui sert de base à toute démonstration peut-il se réduire à des axiomes ou des principes premiers indémontrables en eux-mêmes? Si tel n'est pas le cas, sur quoi repose la certitude que l'on a par rapport aux axiomes ou aux principes premiers servant de base à toute démonstration, et s'agit-il seulement d'une simple certitude intuitive et rationnelle? C'est ce que l'on verra la prochaine fois en revenant à un auteur contemporain de Platon sur lequel j'ai déjà eu l'occasion de faire un certain nombre de vidéos. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou vous aura été utile ou vous aura tout simplement intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à très bientôt.